Cosmodrome de Plesetsk, juillet 2014. Une énorme fusée repose dans un hangar spacieux et bien éclairé. Des dizaines d'ingénieurs et de techniciens en sarrau blanc s'affairent tout autour. Cette fusée porte le nom d'une grande rivière de Sibérie, l'Angara. Son lancement est prévu dans 3 jours. L'ambiance est fébrile. L'avenir de la cosmonautique russe dépend en grande partie du succès de ce programme. Angara est une fusée porteuse de conception complètement originale. Nous tenons à conserver notre position dominante sur le marché des services de lancement. Juillet 2014. Nous sommes au cosmodrome de Plesetsk. 3 jours avant le lancement de la fusée Angara, on fait entrer une gigantesque plateforme mobile dans le hangar pour y installer la fusée. C'est une opération très délicate qui exige une précision chirurgicale. Tous ceux qui y assistent sont en proie à une forte tension nerveuse. Même vide de carburant, la fusée pèse des dizaines de tonnes. Son chargement sur la plateforme doit donc se faire avec le plus grand soin. Bien que cela puisse sembler incroyable, chaque millimètre compte pour la réussite d'un voyage spatial de centaines, voire de milliers de kilomètres. La fusée est finalement installée sur la plateforme de déplacement qui quitte le hangar sur la voie numéro 1. Celle-ci a été construite exclusivement pour cet appareil de transport et d'érection. L'Angara entame maintenant la dernière droite et avance vers sa rampe de lancement. C'est la première nouvelle fusée produite par la Russie depuis la fin de l'ère soviétique. Une puissante locomotive tire la plateforme qui soutient l'immense fusée blanche comme neige. Le convoi avance avec précaution à moins de 5 km/h. À chaque mètre parcouru, l'Angara s'approche de son premier voyage dans l'espace. Il s'agit d'un tout nouveau concept de véhicule de lancement dans la cosmonautique russe qui ne disposait auparavant de rien de semblable. La caractéristique la plus marquante de l'Angara est sa conception modulaire, semblable au jeu de construction pour enfants. Ce système modulaire s'adapte à différents types de fusées en fonction des besoins du lancement. Aucun des systèmes de lancement mis au point par nos concurrents étrangers ne s'adapte à une gamme comparable de fusées. Angara a été conçu pour servir de propulseur autant pour les charges les plus légères que pour les plus lourdes. Ça a vraiment tout d'un jeu de construction. La fusée est assemblée à partir de modules universels. Cela permet de lancer des fusées de 4 types différents. Plus on ajoute de modules, plus l'ensemble est puissant. Dans sa version légère, l'Angara servira à placer des charges d'1,5 tonne en orbite. Si par contre on ajoute 6 modules universels au module central, on obtient la fusée la plus lourde et la plus puissante jamais produite par la Russie. Ainsi, lorsqu'on souhaite envoyer une charge relativement légère en orbite, on assemble un véhicule de lancement plus léger. Pour y apporter un objet très pesant, comme une station spatiale ou un navire interplanétaire, il suffit d'accroître la capacité de la fusée au moyen des modules universels. Juillet 2014, cosmodrome de Plesetsk. Il reste moins de 3 jours avant le lancement. Une fois que le train atteint la rampe, on en détache la locomotive pour la rattacher à l'arrière de la plateforme mobile. Le levier de la plateforme de déplacement redresse lentement l'Angara et l'installe en position verticale le long de la rampe de lancement. La fusée sera bientôt prête pour son voyage inaugural. C'est le couronnement de plus de 20 longues années d'efforts. L'aventure de l'Angara débute en 1994. C'est le début d'une époque trouble, le déclenchement de la première guerre tchétchène. En octobre 1994, $1 vaut près de 4000 roubles russes. Le déficit budgétaire est énorme.
il ne reste plus d'argent pour payer les salaires et les pensions. Des fusillades entre bandes criminelles surviennent partout en Russie. On pourrait croire que l'État a mieux à faire que d'investir dans l'exploration spatiale, d'autant plus que bien des entreprises du secteur sont au bord de la faillite. Certaines en sont réduites à fabriquer des casseroles au lieu de fusées et de satellites. Ça a été un moment très difficile pour nous tous. Nous avions toujours perçu notre pays comme le pionnier de l'exploration du cosmos. C'est nous, après tout, qui avons lancé le premier satellite et envoyé le premier cosmonaute dans l'espace. Le pays de Sergueï Korolev et de Yuri Gagarin n'était pas censé subir un tel déclin. Nous estimions avoir gagné une meilleure place dans ce domaine. Il nous a fallu travailler très fort pour surmonter cette situation triste et déprimante dans l'industrie spatiale. Malgré tous ces déboires, le gouvernement russe lance un appel d'offres pour la conception d'un nouveau véhicule de lancement. La principale raison en est fort simple. La Russie vient de perdre son accès à l'espace. Le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, était le seul endroit équipé pour le lancement de fusées lourdes dans l'ancienne Union soviétique. Après la dissolution de celle-ci, plus question pour la Russie de se servir de ces installations. Il faut donc créer une nouvelle fusée porteuse. Le système Angara a été conçu il y a une vingtaine d'années. C'est le véhicule de lancement le plus récent et le plus avancé. Nous avons intégré toute la technologie de pointe et tous les détails que nous pouvions rêver d'ajouter dans l'architecture du projet Angara. Cet appel d'offres de l'État suscite une concurrence acharnée entre les différents fournisseurs. Finalement, c'est au centre spatial Krounichev que le contrat est accordé en août 1994. C'est ici qu'on assemble les fusées Proton de la Russie. La demande est toujours forte pour les fusées Proton sur le marché mondial du lancement de satellites commerciaux. On dit même à une certaine époque que si l'État n'arrive plus à payer, le centre Krounichev sera en mesure de financer lui-même le développement de l'Angara. D'ailleurs, au cours des 10 premières années du projet, la contribution du gouvernement s'élève à seulement 4% de son coût total. Ce n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un grand appui financier de l'État. Il nous a fallu investir l'argent du centre dans le projet Angara. Nous savions que si notre organisation était nommée responsable de la conception de cette fusée par un décret présidentiel, nous n'aurions à ce moment-là plus une minute à perdre. Nous avons donc décidé de prendre les devants et nous avons consacré une partie des profits de nos lancements commerciaux à la mise au point de ces nouveaux systèmes. Au centre spatial Krounichev, on se souvient bien des difficiles années 90. Les fonds pour le projet Angara n'arrivent pas de façon régulière. Il manque parfois de papier et de tables à dessin. Les salaires sont retenus pendant des mois. Le projet est souvent mis en veilleuse pour cause de sous-financement. En 1997, le centre procède à une révision complète du projet et suggère la mise au point, non pas d'une fusée lourde, mais d'un système modulaire qui remplacera toutes les catégories de fusées porteuses employées jusque-là. Plusieurs auraient préféré redonner vie à l'ancien système ou lancer un nouvel appel d'offres. Mais la commission d'État a cru bon de choisir, je peux maintenant en parler librement, de choisir notre projet révisé d'une nouvelle famille de véhicules de lancement. C'était une grande amélioration par rapport au projet antérieur. Ayant fait table rase de toutes les idées exploitées dans le passé, nous nous sommes mis à travailler sur le système Angara. La construction de l'Angara éveille quand même encore les passions. Ses détracteurs l'accusent de coûter trop cher à l'État, qui y consacre environ 160 milliards de roubles. Le projet va se payer de lui-même, affirment pourtant les spécialistes. La première fusée d'une série, depuis le tout début de l'ère spatiale, la première fusée d'une famille de lanceurs coûte toujours très cher. La chaîne de production n'est jamais complètement prête, puisque tout est nouveau. Les pièces se brisent et il faut les remplacer, parfois à plusieurs reprises. Une fois que les problèmes sont résolus, que le processus de fabrication est bien établi et que la chaîne de production fonctionne adéquatement, tout devient bien entendu beaucoup moins coûteux.
Chaque lancement confirme la puissance et la suprématie de tout pays capable d'envoyer une fusée dans le cosmos à des centaines de kilomètres de la Terre. L'humanité explore le cosmos depuis maintenant 60 ans. Cela a toujours donné lieu à une rivalité entre les principales puissances spatiales qui cherchent toutes à s'imposer en arrivant la première dans l'espace, en y asseyant sa domination. Nous sommes à l'automne 1957. Les journaux des États-Unis sont couverts de manchettes alarmistes au sujet de la Lune rouge qui surplombe New York et les prêtres maudissent le ciel. Quelle est la cause de cette animosité? Le premier satellite construit par l'être humain vient d'être placé en orbite autour de la Terre par l'URSS. C'est le Sputnik 1. La réaction des Américains est compréhensible. Le lancement du Sputnik ne confirme pas uniquement la supériorité des Soviétiques dans la course à l'espace, mais aussi leur capacité de frapper les États-Unis avec des missiles balistiques. Après tout, la principale compétition dans laquelle sont engagées ces deux superpuissances est la course à l'armement. C'est la fusée R-7 qu'on utilise alors. Elle a été mise au point par l'équipe de Sergei Korolev. Quelques années plus tard, en 1961, on emploie la même fusée pour le lancement de l'engin spatial Vostok 1, dans lequel se trouve Youri Gagarin, le premier être humain à se rendre dans l'espace. Peu de gens se rappellent cependant qu'à l'origine, il s'agissait d'un système d'armement censé porter une bombe nucléaire de l'autre côté de l'océan. C'était en fait un missile balistique intercontinental. Il aurait suffi d'y installer une ogive nucléaire à la place du satellite et d'orienter la fusée vers n'importe quelle ville des États-Unis. Ça aurait facilement pu servir à cette fin à l'époque. Les Américains avaient tout à fait raison d'interpréter ça comme une menace, car c'est effectivement ce que c'était. La guerre froide bat son plein, et toute fusée de lancement peut être convertie en arme de destruction massive. Une fusée Proton décolle du cosmodrome de Baïkonour. Depuis près de 50 ans, cette fusée est la plus puissante au sein de l'arsenal de véhicules de lancement russes. On s'en sert encore pour mettre en orbite des satellites et des modules de stations spatiales. Le Proton M, par exemple, est dérivé de la fusée mise au point dans les années 1960. Certains ont voulu se servir du Proton à des fins un peu plus saugrenues. On a entre autres pensé à mettre une bombe thermonucléaire d'une puissance sans précédent en orbite. L'ogive y serait restée jusqu'au moment décisif, alors que le gouvernement soviétique l'aurait dirigée et lancée depuis la Terre vers un territoire ennemi. Ce plan s'est toutefois avéré trop coûteux. On dit que lorsque Nikita Khrouchtchev en a entendu parler, il a répondu « Que voulons-nous donc bâtir? Le communisme ou des missiles et des bombes ?» On a donc trouvé une utilisation plus pacifique à la fusée Proton. De toute évidence, la principale raison d'être de ces missiles était la sécurité nationale. La recherche spatiale, les satellites, le premier homme dans l'espace, tout ça, c'était le résultat du perfectionnement des missiles. La rivalité dans la course à l'espace était vraiment acharnée, mais elle découlait essentiellement de la guerre froide, quand les deux pays se faisaient une âpre concurrence dans tous les domaines. Cosmodrome de Plesetsk, juillet 2014. Il reste moins de 50 heures avant l'heure H. La fusée Angara attend sur la rampe entièrement assemblée. La fusée fonctionne au kérosène et à l'oxygène liquide. Ces gaz sont refroidis à moins 15 et moins 180 degrés respectivement, ce qui en réduit le volume et permet d'ajouter plus de combustible dans les réservoirs. On ne voit ici qu'une partie de la station de remplissage. Cette sphère argentée est un réservoir à oxygène liquide d'une capacité de 1400 mètres cubes. Tout le reste, y compris les pipelines, les réservoirs à kérosène et les installations de réfrigération, est caché profondément sous terre. Sur le plan de la sécurité, il s'agit quand même d'un grand pas en avant par rapport à la principale fusée russe de lancement, le Proton.
Les anciennes fusées lourdes employaient habituellement comme carburant de la diméthylhydrazine disymétrique, aussi appelée UDMH, souvent en combinaison avec du peroxyde d'azote, un oxydant. C'était hautement toxique, inflammable et nocif autant pour la santé que pour l'environnement. Bientôt, le Proton cessera d'être le véhicule de lancement russe le plus puissant. L'Angara 7, ainsi nommé pour la combinaison de 7 modules, aura une capacité de charge de 35 tonnes. Par comparaison, le Proton M actuellement en service est capable d'apporter une charge de 23 tonnes en orbite, alors que le Soyouz, avec lequel on lance des spationefs habités, a une capacité de seulement 8,5 tonnes. Au moment de mettre au point cette famille de lanceurs, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous fallait d'abord réfléchir à notre vision pour l'avenir et envisager le long terme. Nous avons donc intégré des éléments structurels et des outils qui font que ce véhicule de lancement appartiendra à la fois à la prochaine génération de fusées et aux générations à venir. Avec cette fusée du futur, les scientifiques russes réussiront-ils peut-être là où leurs prédécesseurs soviétiques ont échoué et parviendront-ils à envoyer des cosmonautes en expédition sur la Lune? Dans les années 1950, au tout début de l'ère spatiale, les concepteurs de fusées soviétiques et américains sont tous convaincus que l'espèce humaine se rendra sur d'autres planètes en moins de 30 ou 40 ans et qu'il y aura bientôt des pommiers en fleurs sur Mars. Des bases sur la Lune, sur Mars aussi. Ces gens-là pensaient même qu'il serait possible d'exploiter des mines sur Mercure. Et ce n'étaient pas des auteurs de science-fiction, mais bien des scientifiques américains et des dirigeants d'entreprises. Tout au long des années 1960, les Soviétiques et les Américains se livrent une bataille acharnée pour atteindre la Lune en premier. Celle-ci semble être le grand prix de la colossale compétition politique et technologique que se livrent ces deux nations, et par conséquent, leurs deux idéologies. C'est dans l'espace que se décide alors quel système est le meilleur, le communisme ou le capitalisme. Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev le mentionne d'ailleurs ouvertement. C'était peut-être seulement un accès de colère, mais il a lancé ces mots qui ont fait le tour de la section de conception des fusées et de toute l'agence spatiale. Nous ne devons absolument pas laisser la Lune aux Américains. Cette course à la Lune exige la création de fusées gigantesques. Pour leur programme lunaire Apollo, les États-Unis mettent au point la fusée Saturne V. L'Union soviétique, pour sa part, teste la fusée N1. Fusée Saturne V, États-Unis. Longueur, 110 mètres. Masse au décollage, plus de 2900 tonnes. Charge utile livrée en orbite terrestre basse, 140 tonnes. Charge utile livrée en orbite lunaire, 66 tonnes. Fusée N1, Union soviétique. Longueur, 105 mètres. Masse au décollage, plus de 2700 tonnes. Charge utile livrée en orbite terrestre basse, 100 tonnes. Charge utile livrée en orbite lunaire, de 33 à 36 tonnes. Dans ces images longtemps classées ultra secrètes, on peut voir les préparatifs du lancement d'une fusée gigantesque d'une hauteur de 30 étages au cosmodrome de Baïkonour le 21 février 1969. Le compte à rebours est commencé. Tout le monde retient son souffle. La fusée parviendra-t-elle ou non à décoller? Cet énorme véhicule de lancement a été conçu dans l'unique but de devancer les Américains et d'atterrir sur la Lune en premier. On prévoit également de s'en servir pour des vols vers Mars et Vénus. Le lancement par les Soviétiques du premier satellite et du premier cosmonaute en orbite pousse les Américains à faire tout en leur pouvoir afin de remporter la bataille pour la Lune. Moscou n'a cependant pas l'intention de les laisser gagner. Cette course effrénée et excitante produit les plus grosses fusées porteuses de l'histoire. On se demande d'ailleurs encore aujourd'hui si ces monstres propulseurs étaient bien nécessaires ou s'il s'agissait principalement d'une décision politique de la part des dirigeants des deux grandes puissances. Étant donné ces dimensions colossales,
La fusée N1 est assemblée directement à Baïkonour parce qu'on ne saurait pas comment l'y transporter autrement. On la surnomme la fusée du Tsar. Sa première section comprend 30 moteurs. Il faut 8 trains de carburant pour en remplir les réservoirs. La simple vue de cette fusée dans son hangar est à couper le souffle. Quand la cloche a sonné pour l'heure du repas, nous avons vu des centaines de personnes sortir de la première section de la fusée. C'était incroyable. Elles avaient l'air plus petites que des fourmis à côté de cet engin gigantesque. Les moteurs s'allument enfin et l'immense fusée soviétique s'éloigne de sa rampe pour s'élancer dans le ciel. Malheureusement, les 4 essais de la fusée N1 seront tous des échecs. Le programme spatial américain, par contre, est couronné de succès. En juillet 1969, la fusée Saturne V met en orbite le vaisseau spatial Apollo 11, avec à son bord les astronautes Neil Armstrong et Edwin Aldrin en route vers la Lune. Jusque-là, nous avions toujours cru que nous jouissions d'une bonne avance sur le reste du monde. Que nous n'étions pas seulement les meilleurs dans le monde du ballet, mais aussi en cosmonautique. Nous ne percevions pas les Américains comme de véritables concurrents. Mais leur victoire soudaine dans cette course, ça nous a tous donné un grand coup ici. C'était comme si les Américains avaient créé une troupe de ballet qui aurait éclipsé celle du théâtre Bolchoï. La conquête de la Lune coûte cependant très cher aux Américains. Pendant les essais au sol d'Apollo 1, les 3 astronautes à bord perdent la vie dans l'incendie de leur capsule. Par ailleurs, le budget total du programme d'exploration lunaire s'élève à 25 milliards de dollars américains, une somme faramineuse pour l'époque. L'URSS trouve une solution de rechange moins coûteuse et moins dangereuse. Ces marcheurs lunaires robotisés se promènent sur la surface de la Lune pendant plusieurs années en y parcourant des dizaines de kilomètres. L'intérêt de Moscou et de Washington envers la Lune s'estompe toutefois rapidement. Sans l'objectif de vaincre l'adversaire, à quoi sert-il de consacrer autant d'argent à la construction de ces années 1980 ? Un nouveau géant fait son apparition en Union soviétique. L'Energia est un autre triomphe de la technologie spatiale, créé en réponse au programme américain de navette spatiale. Craignant que les engins spatiaux américains ne se mettent à naviguer en orbite et qu'ils laissent tomber une bombe nucléaire sur l'URSS, Moscou décide de se munir d'un appareil similaire. Le système soviétique à navette réutilisable s'appellera Energia Buran, du nom de la fusée et de la navette. Au moment de déterminer quel genre de vaisseau spatial ils allaient construire, ils ont décidé qu'il leur fallait un modèle identique à celui des Américains, avec les mêmes capacités militaires. En fait, c'était parce qu'ils pouvaient obtenir du financement plus facilement de cette façon. Les navettes spatiales américaines volent pendant 30 ans, de 1981 à 2011. 2 d'entre elles sont détruites en vol. Ces 2 tragiques accidents emportent la vie de 14 astronautes. La NASA met ensuite fin à ce programme jugé trop onéreux, avec son coût de 450 millions de dollars par lancement. La fusée Energia ne décollera que 2 fois. La première fois, il s'agit d'un essai avec une cargaison fictive. À son 2e lancement, par contre, Energia porte la navette Buran. On estime alors sa capacité supérieure à celle du système américain. Elle pourrait mettre en orbite toutes sortes de vaisseaux spatiaux, y compris des navires interplanétaires. Le destin en veut toutefois autrement. Peu après ce premier vol réussi de la Buran, l'Union soviétique est démantelée. Le pays qui a produit cette technologie si prometteuse disparaît, et avec lui, la raison d'être de la fusée porteuse Energia. Les plans de mission dans l'espace et d'exploitation d'autres planètes sont reportés indéfiniment. Ces dernières années, plusieurs pays ont recommencé à envisager d'exploiter les ressources de la Lune. La Russie est de ce nombre. L'une des questions dont discutent beaucoup nos dirigeants est la possibilité d'établir une base sur la Lune. Si le gouvernement approuve et finance ce projet, il va falloir une fusée plus puissante que celle dont on se sert actuellement. Il est donc possible que la fusée Angara, équipée de son nombre maximal de modules de propulsion,
servent à mettre en route des voyages vers les autres planètes. Il ne faudrait en effet que quelques lancements pour assembler en orbite un vaisseau spatial capable de se rendre sur la Lune. Les missions lunaires font d'ailleurs maintenant partie du programme spatial fédéral que le gouvernement russe est en voie d'adopter. L'idée n'est pas mauvaise, mais nous devons d'abord tenir compte du coût et déterminer ce que nous y ferons. L'exploitation des ressources minières, de la recherche scientifique, l'exploration de Mars viendra ensuite, mais ça prend une bonne planification. L'avenir nous dira bien si la Russie explorera un jour Mars. D'ici là, il reste les gros satellites à lancer en orbite et éventuellement les modules d'une nouvelle station spatiale. Cosmodrome de Plesetsk, juillet 2014, plus que 30 heures avant le lancement. Les réservoirs de l'Angara sont pleins. Un puissant ordinateur spécial surveille l'ensemble des systèmes au moyen de centaines de capteurs. Absolument personne, pas même le commandant suprême, ne peut lancer la fusée si la vérification des systèmes relève la moindre défaillance avant le vol. L'ordinateur peut déceler jusqu'à un simple poil, voire un grain de poussière entre deux contacts. Le processus d'inspection est entièrement automatisé. Il n'y a plus personne qui donne l'ordre de tourner la clé de démarrage. Il n'y a d'ailleurs pas de clé à tourner afin d'activer le mode de lancement automatique. Pour envoyer l'Angara dans l'espace, il suffit désormais d'un clic de souris. On ne peut que s'imaginer la force d'impact d'un lancement, quand la chaleur des gaz d'échappement remplit les puits d'évacuation sous la fusée. Auparavant, il fallait réparer la rampe après chaque lancement. Celle de l'Angara est conçue de façon à subir un minimum de dommages pendant le décollage. La rampe représente à elle seule 40% du budget total du projet. La rampe de lancement de l'Angara est unique en son genre dans le monde. Elle permet de lancer des fusées légères aussi bien que des porteurs lourds. Ici, au Cosmodrome, on l'a surnommée Marguerite. Il s'agit d'une rampe universelle. Elle a été conçue pour des fusées de différentes catégories. Elle ressemble effectivement à une marguerite, avec son centre entouré de pétales. On dirait vraiment qu'on en enlève les pétales et qu'on les replace par la suite. Ça permet d'augmenter ou de diminuer le nombre de modules propulseurs selon le besoin. Les lancements de fusées Angara se feront uniquement à partir du territoire de la Russie. C'est un autre pas en avant pour le programme spatial russe. En ce moment, et jusqu'en 2050, la Russie loue le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. C'est le cosmodrome où se fait le plus grand nombre de lancements, soit une vingtaine par année. Mais les frais de location annuels s'élèvent à plus de 6 milliards de roubles. Par ailleurs, la Russie doit s'entendre avec le Kazakhstan au sujet de chaque vol. Il a même fallu annuler certains lancements parce que la Russie et le Kazakhstan n'ont pas pu s'entendre au sujet des zones de chute de débris ou des exigences de sécurité plus strictes concernant les fusées Proton qui fonctionnent à l'UDMH, ce combustible toxique. En outre, chacun de ces lancements retardés coûte cher à la Russie en pénalité à verser à ses clients. La Russie a été le premier pays au monde à mettre un satellite en orbite et à envoyer un homme dans l'espace. Ce serait tout à fait absurde si nous n'étions plus désormais en mesure de lancer de véhicules spatiaux dans l'intérêt de notre sécurité nationale. Ça me semble tout à fait inconcevable. Le projet Angara a été conçu pour les lancements au cosmodrome de Plesetsk. Et dès 2018, à partir du cosmodrome de Vostochny, qui est actuellement en construction dans l'oblast d'Amour.
La ville de Tsiolkovsky est située à proximité des installations de lancement et d'entretien. Nous allons construire un aérodrome immense qui va permettre la livraison aérienne de tout l'équipement nécessaire. L'an prochain, nous allons commencer à procéder au lancement de la fusée Soyouz 2 avec la première rampe. Une fois que ce sera fait, nous allons déplacer des milliers d'ouvriers vers un autre chantier de construction. La deuxième rampe va servir à lancer la fusée Angara. Le cosmodrome Vostochny est situé plus au sud que celui de Plesetsk, ce qui en fait un meilleur emplacement pour les lancements spatiaux. Plus on s'approche de l'équateur, plus la fusée est avantagée par la rotation terrestre. À Vostochny, cela représente une économie de 5 à 10% en carburant par rapport à Plesetsk, en plus d'accroître la capacité de charge de la fusée. Sur ce plan, ce nouveau cosmodrome n'a presque rien à envier de celui de Baïkonour. Même si le cosmodrome Vostochny est situé un peu plus au nord que Baïkonour, la capacité de charge des fusées va y être pratiquement la même. La technologie va nous permettre de compenser la différence, soit en allégeant l'engin spatial, soit en lançant un autre type de véhicule. Cosmodrome de Plesetsk, le 9 juillet 2014. Il ne reste plus que 26 minutes avant le lancement. L'Angara de classe légère est prête pour le décollage. Cette fusée de 170 tonnes mesure 40 mètres de haut. Elle porte à son bord un faux satellite d'1,5 tonne. Les concepteurs appellent à la blague le cochon de métal. La tension est palpable au centre de contrôle de vol. Il nous reste encore à démontrer la fiabilité de ce produit pour le marché. Les lancements du Proton nous occupent beaucoup en ce moment. Notre calendrier de commande est plein jusqu'à la fin de 2017. Le Proton est un appareil très fiable qui a bonne réputation dans le marché des lanceurs, alors qu'Angara n'est toujours qu'un projet prometteur. Les experts s'affairent cependant déjà à évaluer l'incidence de l'arrivée de l'Angara sur le marché international des lancements spatiaux. La Russie est le chef de file mondial en matière de lancements commerciaux à l'heure actuelle. Elle détient en effet 55% du marché grâce au meilleur rapport coût-fiabilité de ses opérations. L'Europe vient ensuite avec le quart des lancements spatiaux commerciaux, suivi des États-Unis avec 20% du marché. Les experts russes sont d'avis que l'Angara ne fera que solidifier la position d'avant-plan de leur pays dans le domaine, puisque la plupart des lancements visent la mise en orbite de satellites de navigation et de communication lourds et volumineux, précisément le type de charge pour lesquels a été conçue cette nouvelle fusée porteuse. Nous produisons maintenant des modules universels avec lesquels nous pouvons créer des fusées de diverses puissances en fonction des besoins du client. Et ce, en un très court laps de temps. C'est un argument de vente très important dans le contexte de concurrence exacerbée que nous vivons aujourd'hui. La presse internationale reconnaît elle aussi les avantages potentiels de ce nouveau véhicule de lancement. Le coût, la qualité, la fiabilité. Mais la caractéristique la plus attrayante du projet Angara, c'est sa multifonctionnalité. Ça ouvre de nombreuses possibilités. La multifonctionnalité est, à mon avis, ce qui rend l'Angara si avantageuse. Cela ne signifie quand même pas que tout le monde est prêt à acclamer l'arrivée de l'Angara. Le marché des lancements spatiaux commerciaux d'aujourd'hui est tout aussi compétitif que l'ont été autrefois la course à l'espace et la course à la Lune. Les superpuissances ont d'ailleurs toujours recours aux mêmes machinations, aux intrigues politiques et à l'espionnage industriel. Les entreprises américaines de tourisme spatial ont même déjà laissé savoir qu'elles n'accepteraient pas de voyageurs chinois dans leurs aéronefs. Elles craignent que ceux-ci se montrent un peu trop curieux pendant leur vol, alors qu'elles cherchent à éviter que la technologie américaine ne tombe aux mains des autorités chinoises. La nouvelle fusée russe est elle aussi perçue comme un atout concurrentiel. Dans sa configuration la plus puissante, l'Angara sera capable de mettre en orbite une charge de 35 tonnes.
Par comparaison, la fusée européenne Ariane n'arrive à porter qu'une charge maximale de 16 tonnes. Les lanceurs américains Delta IV et Atlas V ont une capacité de charge respective de 23 et de 29 tonnes. Enfin, la plus puissante des fusées longue marche de la Chine est uniquement capable de placer une charge utile de 25 tonnes en orbite basse. Nous pouvons relever n'importe quel défi. Nous offrons maintenant tous les types pratiques de véhicules de lancement, ce qui nous permet de maintenir notre position sur le marché des services de lancement sans jamais céder de terrain aux Américains ou aux Européens. Ni la fusée Ariane de l'Europe, ni les nouvelles fusées des États-Unis ne sont aussi polyvalentes. 7, 6, 5, 4... Les concepteurs de l'Angara n'ont cependant pas peur de la concurrence. Au contraire, ils sont prêts à partager leur expérience avec les pays dont l'industrie spatiale n'en est encore qu'à ses premiers pas. Base de lancement de l'île Norodo, Corée du Sud, le 30 janvier 2013. La première fusée porteuse coréenne est lancée. Nommée Naro, cette fusée porte en orbite un satellite de recherche scientifique. Par ce fait, la Corée du Sud devient la 11e puissance spatiale au monde, mais le chemin pour y arriver n'a pas été si simple. La Corée du Sud s'est d'abord tournée vers les États-Unis pour l'aider à mettre au point ce lanceur. Mais elle a dû essuyer un refus de leur part. La sécurité en était la raison officielle. Mais plusieurs croient que les Américains ne voulaient tout simplement pas d'un autre concurrent dans l'espace. Après la réussite du lancement de la fusée Naro, les journaux et les politiciens coréens ne tarissent pas d'éloges à l'égard des ingénieurs russes. La première fusée sud-coréenne est en effet équipée de propulseurs conçus pour l'Angara et a été mise au point avec la collaboration du centre spatial Khrunichev. Nous avons réalisé 3 lancements en Corée du Sud avec notre propulseur comme première section de la fusée coréenne. C'est d'ailleurs là que nous avons mis à l'essai notre système de lancement et nos modules de première section, ainsi que de nombreux éléments du système d'alimentation en carburant. Ayant pris goût à l'exploration spatiale, la Corée du Sud a fait connaître son intention de construire sa propre fusée porteuse lourde. Le premier lancement de celle-ci est prévu pour 2018, avec l'espoir d'atteindre la Lune en 2025. Sa conception fera appel au même système de module universel employé pour l'Angara. Les États-Unis, l'Europe, la Chine et le Japon préparent tous de nouvelles fusées porteuses. Et la plupart de ces pays ont révélé leur plan de se rendre sur la Lune. En 2018, les États-Unis mettront leur lanceur SLS à l'essai. Il s'agit, dit-on, du successeur de la légendaire fusée Saturne V. Il serait capable de placer une charge utile de 70 tonnes en orbite. La Chine prépare un vol habité vers la Lune pour l'année 2030 au plus tard. Elle souhaite par ailleurs y construire une base d'ici l'an 2050. La prochaine course à la Lune sera donc tout aussi excitante que l'a été la première dans les années 1960. Le pôle sud de la Lune va être le site d'une bataille, ou plutôt d'une compétition pour le droit de s'approprier des concessions et de mettre en branle des activités d'exploration. Les scientifiques croient que sous une mince couche de régolithe pourrait se cacher une bonne quantité de glace d'eau primordiale, ce qui pourrait servir à combler les besoins humains sur la Lune. L'eau, ça représente de l'oxygène pour respirer et de l'hydrogène pour alimenter les moteurs et les centrales électriques. Cosmodrome de Plesetsk, le 9 juillet 2014. Plus que quelques secondes avant le lancement. C'est le départ. L'Angara est enveloppée dans un nuage de fumée. Semblant hésiter un instant, la fusée blanche finit par prendre son envol.
Ce lancement-ci avait comme objectif spécifique la mise à l'essai du bon fonctionnement du module propulseur universel numéro 1 et du module propulseur universel numéro 2, qui ensemble forment la version 1.2 de Angara. Le lancement de la version légère d'Angara est couronné de succès. Le lancement a été une réussite totale. Félicitations. On procédera bientôt aux essais de variantes plus lourdes de la famille Angara. L'Angara réussira-t-elle là où les fusées soviétiques ont échoué? Parviendra-t-elle à envoyer des cosmonautes jusqu'à une autre planète? Ses concepteurs sont convaincus que oui. Ils ont d'ailleurs promis de créer une fusée porteuse capable de placer en orbite une charge de 50 tonnes, sinon plus si nécessaire. Une fusée ultra lourde de cette nature ne peut servir qu'à des missions spéciales, comme des expéditions vers la Lune ou vers Mars. Si l'État nous confie une tâche de cette nature, nous allons la mener à bien. Mais il faut qu'elle soit bien définie, avec des échéances claires et des spécifications de conception bien formulées. Cosmodrome de Plesetsk, le 23 décembre 2014. Le porteur lourd Angara 5 s'élèvera bientôt sur sa rampe de lancement. Sa masse au lancement est de 773 tonnes. Cette puissante fusée peut transporter une charge de 24 tonnes en orbite. Les ingénieurs russes ont consacré des années à concevoir et à construire cette nouvelle fusée. La culmination des 60 ans d'histoire de l'exploration spatiale est le reflet de toutes les grandes réalisations de la cosmonautique russe. Les dernières secondes avant le lancement. Il est 8h57, heure de Moscou. Les premières secondes du vol sont à la fois les plus excitantes et les plus inquiétantes. La fusée prend son envol normalement. Elle monte toujours plus haut, s'éloignant de la Terre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de visible qu'un point de lumière. Cette nouvelle fusée aidera peut-être la Russie à affirmer sa domination dans l'espace et à se rendre jusqu'à la Lune, voire jusqu'à la planète Mars. On peut espérer, grâce à elle, que nos rêves de conquête de planètes éloignées deviennent un jour réalité.